C'est avec grand plaisir que je retrouve encore une fois cette semaine M. Daniel Tarte, qui est biologiste pour T2 Environnement, qui nous fait dans le fond une chronique environnementale. On avait parlé la dernière fois des espèces envahissantes, notamment de la grille du frêne. Oui. On avait dit que ça se propageait beaucoup dans Belleuil, McMasterville, donc dans la vallée du Richelieu. Et là, on avait parlé de où ça venait et tout, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il y a pour l'éliminer, la grille, comment on peut faire? Bien, en fait, en ce moment, chaque municipalité a son plan d'action, là, si on veut. Ça serait intéressant, les gens, s'ils veulent vraiment savoir plus, qui communiquent avec leur municipalité, Montauban Park, Saint-Hilaire, Belleuil, ont chacun leur plan d'action. En ce moment, j'entendais pas plus tard que ce matin dire qu'il y a quelqu'un qui est allé frapper à sa porte hier et lui disant qu'il y avait un frêne qui avait 30 et plus des branches qui étaient affectées, qui devait finalement le faire couper durant la période prescrite, c'est-à-dire entre le 1er octobre et la mi-mars, pour éviter que les insectes se propagent. Il y a aussi des traitements au triazin, mais ça, les gens peuvent appeler finalement, c'est facile à trouver sur Internet qui s'occupe de ce traitement-là. Mais c'est sûr qu'il y a une baisse importante des frênes qu'on retrouve en milieu urbain qui vont être coupés en raison... En raison de la grille, finalement, des arbres qui ne seront pas traités, là, c'est ça. Parce que ça coûte cher, le traitement au triazin? Bien, ça coûte quelques centaines de dollars par année, mais c'est que ça doit être fait sur une base récurrente, finalement. Dépendamment, le prix est proportionnel au diamètre de l'arbre, là. Mais, puis c'est que c'est à refaire c'est une année sur 2 ou 2 années sur 3, je me souviens plus exactement, là. Mais tu le fais pas, puis qu'une fois, et c'est fini pour 10 ans. C'est ça. Ça va revenir. C'est ça. Il y a d'autres insectes, espèces qui sont envahissantes qu'on a ici dans la vallée du Richelieu. Oui, il y en a plein. Mais avant, je pourrais peut-être expliquer ce que c'est une espèce Oui. exotique envahissante. Oui. En fait, une espèce exotique envahissante, ça peut être soit un animal, ou une plante, ou bien un micro-organisme, donc un virus, une bactérie, un champignon, qui se retrouve déplacé hors de son aire de distribution naturelle et qui arrive là et que les conditions environnementales sont propices et qu'elle se développe. Donc, en gros, c'est une espèce exotique envahissante. Qui est arrivée ici par bateau, Le bateau, les transports de bateaux, disons qu'un bateau qui part de l'Europe, de l'Asie, peu importe, qui vient, par exemple, à Sorel ou peu importe, qui est vide ou qui est plein, qui décharge sa cargaison, et pour retourner d'où il vient, il doit reprendre du poids, donc il prend de l'eau douce, et il l'emmène finalement, conséquemment, de l'eau de ballast, jusqu'à son point de retour. Et là, lorsqu'il arrive là-bas et qu'il la relâche, il y a un transfert d'animaux. La moule zébrée est arrivée comme ça ici, puis il y a différentes espèces de poissons, il y a plein d'espèces qui sont arrivées comme ça. Mais c'est autant eux qui nous en emmènent que nous, on leur en envoie exactement. aussi. Oui, ça se promène. Le wawaron qu'on a ici, par exemple, il y a des gens qui, ça fait drôle à dire, mais étant donné l'intérêt pour manger ses cuisses, qui l'ont déplacé dans différentes régions du monde, et là, ça devient problématique. Donc, c'est pas juste nous qui vivons, c'est pas juste la vallée du Richelieu qui vit de ces conséquences-là, mais l'inverse. On mange des cuisses de wawaron? Oui. Les cuisses de grenouille. OK, oui, non. Non, peut-être pas. C'est un exemple. L'aquariophilie, c'est un autre bel exemple. T'sais, on va prendre des poissons rouges, des plantes qu'on met dans nos aquariums. Les gens sont tannés, alors ce qu'ils font souvent, ils n'osent pas sacrifier ces animaux-là, ces êtres-là, donc ils vont les relâcher dans la nature. Mais eux se reproduisent. La myriophile, entre autres, qui est une espèce qu'on trouve dans nos plans d'eau, une espèce herbacée, c'est comme ça qu'elle est arrivée dans nos régions. Le poisson rouge a réussi à survivre. La tortue à oreilles rouges, qu'on appelle également, qui devient problématique et qui prend la place de d'autres espèces indigènes, est arrivée comme ça aussi dans nos régions. Mais ce n'est pas toutes les espèces qu'on relâche comme ça qui vont réussir à survivre. Non, effectivement. Si le climat est vraiment pas suffisamment propice, c'est pas propice, ou que l'environnement ne l'est pas, elles ne vont pas arriver à survivre. En revanche, si elle l'est, et qu'ils n'ont pas de prédateurs, souvent c'est ça, c'est qu'ils n'ont pas de prédateurs. La fameuse agrille n'a pas de prédateurs ici. Mais en Asie, elle en a une. Elle en a, donc c'est contrôlé, les populations sont contrôlées ici. C'est le party pour elle parce qu'elle n'est pas contrôlée. Donc elle arrive, là on parle beaucoup des milieux urbains, mais dans un milieu forestier où tu as par exemple un parc urbain, où tu as un peuplement qui est dominé par le frêne, les frênes sont voués à une mort lente, assez rapide au bout de quelques années. Et là, tu as des espèces floristiques envahissantes qui sont autour, dont l'antris, qui est une herbacée, tu as le nerf brun, qui est un arbuste, le phragmite, qui est une herbacée également. Tu as une diminution de l'ombre au sol. Ces espèces-là, qui sont souvent au pourtour du boisé, vont arriver, vont envahir le boisé. Et là, tu as une baisse de biodiversité.
Donc, je tenais à faire cet exemple-là parce qu'il y a une chaîne de conséquences associées à ça, finalement. Qui découle tout, juste parce qu'ils n'ont pas de prédateurs, dans le fond. Bien, qu'il n'y a pas de prédateurs, qu'il n'y a pas, ou entre autres. Puis le milieu est adapté aussi, dans le fond. Bien, elles s'adaptent au milieu. Souvent, ce sont des espèces opportunistes qui sont capables de s'adapter facilement à différentes conditions. Le phragmite, là, ce qu'on voit le long des routes, là, ben ça, c'est un champion de l'adaptation. Il se reproduit de manière végétative, il se reproduit aussi par les graines, il vit dans les conditions sèches, il vit dans les conditions humides. C'est un champion de l'adaptation, là, finalement. Là. Mais là, est-ce que c'est pas un bien pour l'environnement? On transforme nos milieux. Donc, c'est sûr que c'est plus les mêmes. Est-ce que ça pourrait être positif ou c'est juste négatif? Bien, les espèces, on a un cortège, on a un gradient, une variété d'espèces ici qui sont là pour occuper l'ensemble des milieux naturels que l'on a. C'est ça qu'il ne faut pas perdre de vue. Donc, si on arrive avec l'entrisque, qui est un herbacé qui vient à peu près haut comme ça, qui peut ressembler à du persil, si on veut, ou la fameuse phragmite, bien oui, elle va se développer, elle va occuper l'espace, mais en revanche, elle occupe un espace de manière tellement dense qu'elle enlève de la place pour les autres espèces qui arriveraient à coloniser le milieu de toute façon. Donc, il ne faut pas voir ça comme... On peut avoir ce réflexe-là de dire, bon, voilà, on avait un milieu inculte, là, quelqu'un avait viré le sol qui est là, et là, au bout de 5 ans, c'est colonisé, mais par quoi? Parce si on a 100 d'un espace, donc on prend ce tableau-là, il y a 100 de l'espace qui est occupé par une même espèce, bien, ça offre une qualité d'habitat moindre que si tu as 5 ou 10 espèces. Disons qu'on le projette et on transforme ça en superficie d'un hectare, par exemple. Je comprends, oui. Mais là, toutes ces nouvelles espèces-là, donc la grille, on a dit qu'on pouvait les couper, les frêles, où on peut couper, les traiter avec le produit. Mais pour les autres espèces envahissantes, qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, il y a des moyens pour un certain nombre d'espèces. Moi, ce que je dirais, c'est surtout de faire attention en tant que citoyen pour se protéger de ça. À savoir, si on a un aquarium, bien, puis qu'on n'en veut plus, mais on peut peut-être offrir les animaux à des écoles, à différents organismes, ou accepter de sacrifier ces animaux-là. Non. Bien, c'est soit ça, ou bien tu les balances dans l'environnement et eux arrivent à se développer. Finalement, ils occupent l'espace d'animaux qui sont là de manière naturelle et qui changent l'équilibre des écosystèmes et finalement, qu'on est tous pénalisés par ça. Parce que si tu te retrouves avec une espèce exotique qui prend la place des espèces qu'on a chez nous pour lesquelles on retire des biens, soit des biens et services écologiques ou de l'argent de cette espèce-là, bien, on est tous pénalisés finalement. On peut consulter, il y a différentes façons. C'est assez facile de trouver sur Internet des solutions, là. Le ministère des Ressources naturelles et de la faune au Québec propose différentes ressources, différents trucs, par exemple, pour ne pas propager des plantes ou des animaux d'un plan d'eau à un autre par son bateau, finalement. Il y a tout un protocole qui peut être suivi. Pour les aquariums aussi, les plantes, l'horticulture. C'est intéressant, parfois, on peut aller dans un jardin botanique, trouver une plante qui est belle, on transporte les graines, mais là, oups! On vient de transporter une espèce qui était dans un environnement contrôlé hors de sa terre, qui est contrôlée là, qui les gens le savent. Et là, comme la berce du Caucase, qui est une grande ombellifère, qui finalement, quand on y touche avec la sève, ça fait des brûlures 2e degré. Oh, OK. Et elle se développe finalement, pas seulement au Québec, mais dans différentes régions du Canada. C'est un bel exemple, ça. C'est une plante qui a été introduite dans nos régions parce qu'elle était belle, mais elle s'est échappée. La raison exacte, on ne la sait pas, mais on sait que ça peut être tentant de prendre des graines, des bouts de plantes quand on fait une promenade dans ce genre de milieu-là. Puis, dans le fond, c'est une conscientisation de la population qu'il faut faire. Il faut être plus vigilant, aller consulter, comme vous l'avez dit, les sites du gouvernement avant de jeter l'aquarium, comme on dit, de balancer les trucs où ils ne devraient pas aller. Donc, c'est à la population, l'enjeu est là, dans le fond. Oui, bien nous, on a un rôle à jouer dans ça. On a un rôle de consommateur également. Peut-être que je vise large, mais consommer localement diminue finalement les échanges commerciaux internationaux. Oui. Donc, on réduit cette possibilité-là finalement, en plus de réduire nos émissions de gaz à effet de serre en achetant local. Donc, il y a plein de sources de solutions. C'est simplement de se renseigner. Là, ce qu'on fait là matin, c'est un survol. Oui. À très haut niveau, mais il y a plein de façons, finalement, qu'on peut agir concrètement pour aider notre environnement. Pour aider, exactement. Bien, Monsieur Daniel Tarte, c'est toujours un plaisir de recevoir. C'est toujours intéressant de parler environnement. Un gros merci, puis on se revoit dans les prochaines semaines. Merci.